fait infiniment plaisir. Je suis très honorée de vous présenter Karen Messing, qui est pour moi un modèle de ce qu'un chercheur devrait devenir. Karen a commencé par une formation tout à fait rigoureuse en génétique, biologie, comme ergonome aussi, et a évolué dans une carrière de recherche en santé au travail où elle s'est particulièrement intéressée à ce que moi j'appelle les inégalités sociales de santé. Les premières inégalités étant des inégalités de genre, mais s'est intéressée à beaucoup d'autres inégalités sociales. Elle a publié, elle est professeure émérite à l'UQAM, plusieurs d'entre vous la connaissent à cause de ses travaux au groupe Symbiose de l'UQAM. Elle a publié récemment un ouvrage qui sera disponible là, pour ceux qui voudraient le lire. C'est très facile à lire et très convaincant. Qui interpelle les scientifiques, mais qui interpelle aussi tout à fait les gens de santé publique, pour les inviter à écouter ce que les gens qui sont au bas de l'échelle sociale ont à dire et comment ça peut influencer la recherche certainement, mais aussi l'intervention. Alors, ça me fait plaisir là, de passer le micro à Karen. Merci. Et moi, de mon côté, je suis très honorée aussi d'être invitée par le Centre Léa Robach parce que j'admire les travaux du Centre depuis assez longtemps maintenant. Ça fait un bout de temps que vous existez, puis je viens assez souvent à vos activités, puis je trouve ça super intéressant. Donc, peut-être qu'on va trouver des façons de travailler ensemble. Je veux vous présenter d'abord le contexte des recherches que j'ai menées parce que j'ai pas inventé ça, le contact qu'on a avec les travailleurs et travailleuses. C'est que c'est venu d'une entente formelle qui existe entre l'UQAM et d'une part les centrales syndicales, donc c'est une entente, mais aussi avec d'autres groupes communautaires. Mais en 1976, il y a eu une signature d'entente entre les centrales syndicales, la FTQ, la CSN et éventuellement la CSQ, et qui a donné des ressources professorales et financières à des projets de recherche qu'on pouvait faire en commun, mais qui étaient initiés par les centrales syndicales. Et ces recherches étaient subventionnées, sont toujours subventionnées, par les organismes de subvention, les instituts de recherche sur la santé du Canada, CRSH, etc. Et les contenus de cours sont approuvés par un comité universitaire, donc il y a comme une garantie de qualité académique. Mais il y a aussi des gens, et on a ici présente France Laurando, qui était directrice du service aux collectivités. Il y a un service spécifique qui a pour tâche d'être sûr qu'on écoute l'autre côté, qu'on écoute les gens de la communauté. Et donc, il y a des avantages qui sont donnés par l'UQAM à ces ententes-là. On est vraiment gradure, en fait, comme professeur, parce qu'on a des dégrèvements d'enseignement si on donne des enseignements dans les groupes communautaires. On peut avoir des budgets de démarrage de 5 000, 6 000, 7 000 piastres pour commencer des recherches que les groupes ont initiées, ce qui nous ouvre des portes pour des subventions plus tard. Et on a aussi dans notre convention collective à nous, comme profs, on a la possibilité que ces activités qu'on fait ne soient pas dédaignées par nos collègues, mais qui fassent partie de notre évaluation. Et, comme j'ai dit, ce n'est pas uniquement avec les centrales, mais avec d'autres groupes communautaires. Et ce que je voulais expliquer aussi, c'est que ce n'est pas évident. Quand tu es un prof, quand tu es bien élevé, que tu as bien eu ton doctorat de McGill, puis que tu as eu ton bac à Harvard, que tu viennes dans un milieu où c'est les syndicats qui te disent ce serait intéressant que tu étudies ça, puis là, quand tu l'étudies, ils te disent mais t'as tort. Tu sais. Non, c'est pas comme ça.
Et on a plusieurs personnes dans le milieu syndical qui sont très, très bons pour instruire les jeunes profs. Donc, et moi, j'avais des positions de principe, notamment, je me souviens, un des points les plus embarrassants, les plus gênants de ma carrière, c'est le fait que, faut que je vous avoue que j'ai été contre le retrait préventif de la femme enceinte quand ça a été initié en 1978, parce que j'étais généticienne et je savais, et c'est vrai, que presque tout ce qui fait mal, tout ce qui est nuisible pour le fœtus, c'est nuisible pour les autres travailleurs et travailleuses. Et donc, j'avais peur qu'en faisant un spécial pour les femmes enceintes, qu'on nuise aux femmes pour des questions d'égalité et qu'on néglige les produits chimiques nuisibles pour les hommes et les femmes qui n'étaient pas enceintes. Donc, c'était une position de principe. Et je me souviens de la fois que j'ai présenté ma position de principe à un groupe de femmes qui étaient nommées par les comités de conditions féminines pour discuter des problèmes de santé et sécurité. Et disons que j'ai appris quelques affaires. Okay. Je me suis fait parler parce que c'était vrai, ma position de principe, c'était tout à fait vrai, mais je n'avais pas connaissance de la difficulté, de l'énorme difficulté de vivre une grossesse dans les conditions où les femmes de la classe ouvrière vivent leurs conditions de grossesse. Tu es sur une machine à coudre et tu fais 1200 paires de pantalons par jour. Et tu fais ça enceinte? Non. OK, puis c'est ce qu'elles m'ont dit. Donc, il fallait que j'abandonne ou que je nuance, disons, des positions de principe. Il fallait que je comprenne aussi que le fonctionnement des syndicats, que je n'avais pas le droit, moi, de nécessairement tout faire dans un milieu de travail. Il y avait un patron, il y avait un syndicat, il y avait des mécanismes que je ne connaissais pas. Je ne saisissais pas non plus, j'ai fait quelque chose qui est très gênant. Je suis allée dans une usine, puis j'ai posé une question sur ce qu'un tel faisait, et je l'ai mis dans le trouble, parce que je l'ai posé la question au contremaître, puis le contremaître n'aimait pas être gêné devant la professeure, donc il a engueulé le travailleur. OK, j'ai appris à ne pas faire ça. Donc, quand on veut travailler dans une classe sociale qui n'est pas la nôtre d'origine, on a beaucoup d'apprentissage à faire, et je le dis pas pour m'accuser ou m'excuser, mais parce que la plupart des scientifiques qui regardent le travail, qui regardent la santé au travail, ne sont pas nés dans les conditions qu'on étudie. Et il faut qu'on apprenne, et il faut qu'on sache écouter et observer, et c'est ça qu'il fallait que j'apprenne. Donc, je pourrais en raconter plein d'autres anecdotes, mais je vais continuer. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris justement que ces emplois que j'étudiais sont loin de l'univers des scientifiques et des gestionnaires. Et quand je dis, c'est vrai que les scientifiques ne comprennent pas toujours les conditions, mais c'est vrai aussi des gestionnaires, même s'ils sont là dans les milieux de travail. Et j'ai appris que des emplois qui paraissent anodins peuvent comporter des risques. Et j'ai nommé cette idée de fossé empathique qui empêche la reconnaissance des risques. Quand je parle de fossé empathique, je ne suis pas sociologue, je suis biologiste, donc je sais peut-être pas un concept qui est bien articulé, mais j'utilise ces mots pour décrire la distance conceptuelle qui sépare les gens qui font le travail et les gens qui étudient le travail et la santé au travail. C'est qu'on a de la misère à imaginer les conditions si on ne les observe pas et si on n'écoute pas le monde. Donc là, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'exemple de la posture debout prolongée
Et l'exemple des horaires de travail, on va commencer avec la posture debout prolongée. Je pense que Nicole Vézina, qui devait être ici, elle n'est pas ici, mais la personne qui m'a sensibilisée à ça, parce qu'elle avait parlé avec des caissières de supermarché, c'est ma collègue Nicole Vézina. Mais j'ai aussi, après ça, parlé avec des gens, notamment des caissières de banque, et j'ai appris que c'est inconfortable d'être debout, contraint, sans bouger, toute la journée. Et c'est encore plus inconfortable quand on a un rayon de mouvement qui est limité. Donc, si vous êtes dans une épicerie, puis il y a des postes de travail où on est dans un petit espace, comparativement à la personne qui prend les bouteilles, puis à qui tu retournes les bouteilles, c'est plus pénible dans le petit espace que dans le grand espace. J'ai appris ça. Et j'ai appris aussi que beaucoup de travailleurs et travailleuses ne peuvent jamais s'asseoir au travail, notamment dans la cafétéria où je viens de passer. Donc, et j'ai appris de mes collègues qu'il y a une clause, un règlement sur la santé au travail qui dit des chaises ou des bancs doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque la nature de leur travail le permet. Et là, il y a un employeur qui a dit, mais ça ne se peut pas que des caissières de supermarché, ça ne se peut pas que ce soit fait assis. C'est impossible. Sauf que partout, sauf en Amérique du Nord, les caissières de supermarché sont assises. Hein? Et donc, c'était un peu difficile comme position à défendre devant les juges et l'employeur a perdu. Puis, il y a eu un jugement qui affirme que le travail des caissières de supermarché permet des bancs. Et cette caissière a eu un banc. Ceci dit, j'ai je ne dirais pas le nom, mais un grand magasin, un grand supermarché au coin de ma rue, je le vois de ma fenêtre. Et j'ai pris ces photos l'été passé. Ils sont toujours debout. Okay? Et c'est une question que j'aimerais poser à l'équipe en santé au travail. On va avoir l'occasion d'en parler tout de suite après, parce que je n'ai pas tout à fait compris pourquoi c'est toujours le cas. Et je veux juste retourner en arrière. Ça, c'est une vraie photo de vraie caissière de supermarché en Arabie Saoudite. C'est un pays qui opprime les femmes. OK? Mais les caissières en Arabie Saoudite sont assises. Bon, voilà. Pourquoi sont-elles debout? Si on leur demande, parce qu'on a fait une étude avec des gens en sciences sociales pour savoir pourquoi, ce qu'elles disent, c'est la première chose, c'est pour montrer qu'on n'est pas paresseuse, qu'on est au travail. Okay? Si je m'assoyais, mon employeur penserait que je ne travaille pas. On ne pense pas ça du premier ministre, t'sais. On ne pense pas ça du médecin, mais on pense ça des caissières de supermarché. Pour montrer que je suis réveillée, pour pouvoir me déplacer occasionnellement de quelque part au besoin. Et ça, c'était plus les caissières de banque qui avaient besoin des fois d'aller chercher des billets de banque et à qui on disait, mais vous ne pouvez pas avoir un banc parce que vous devez vous lever. Mais c'était très, très rare. Et il y avait dans les comptoirs comme ça, on n'a pas de place pour mettre un banc parce que la conception de la place n'avait pas été faite en fonction de la posture assise. Ah oui, je cite France qui est ici. La santé et la session debout prolongée contrainte. On peut parler d'abord des TMS. Il y a les maux de dos et des travaux de Franciso et collègues. Et plein de biomécaniciens, je pense que c'est assez établi
que la station debout prolongée est associée au maux de dos, maux de bas du genou. Il y a aussi les douleurs des membres inférieurs. Là, il y a différents travaux. Les membres inférieurs ne sont pas très populaires en santé au travail. Je n'ai jamais compris pourquoi, parce que ça peut te faire très mal. Mais on m'a expliqué dans les syndicats que c'est parce qu'on ne travaille pas avec nos pieds. T'sais, la santé des membres supérieurs intéresse parce que c'est ce qui travaille. Et les membres inférieurs, qui ça dérange quand ça fait mal, c'est juste nous. Donc, ça, c'est assez bien établi que la station debout prolongée, donc, est associée à des douleurs. Et là, avec le système cardiovasculaire, c'est moins clair. Il y a une association avec des varices. Il y a une étude qui dit que si tu travailles debout et que tu as déjà eu une crise cardiaque, le rythme d'épaississement de la paroi de l'artère carotide va procéder plus vite, donc c'est plus un risque de problèmes cardiovasculaires à long terme. Problème de pression sanguine, mais il y a eu une étude épidémiologique qui dit qu'il y a une mortalité accrue qui est associée à la posture assise. J'ai un primeur que je ne peux pas vous annoncer, mais j'ai expertisé un manuscrit qui va être publié bientôt, qui remet en question cette étude, mais je ne peux pas vous en parler. Mais je vais vous expliquer pourquoi il y a un peu de confusion dans la littérature. Cette étude a donné lieu, l'étude qui dit que s'asseoir est associé à la mortalité, a donné lieu à tout ça. Okay? Vraiment des battages publicitaires sur sitting is the new smoking, s'asseoir c'est le tabagisme de nos jours. Méfiez-vous de la chaise, c'est vraiment une campagne. Je vais vous en montrer d'autres plus tard. Et la question, c'est pourquoi ils pensent ça. Et c'est la réponse amène ou fait penser qu'est-ce que les scientifiques devraient penser quand ils font des études. Donc, si on dit qu'est-ce qui est debout au travail, en fait, ces personnes-là, qui soient comme ça, qui soient comme ça, qui soient en train de s'appuyer sur un comptoir parce qu'ils ont mal aux jambes, qui soient dans une usine, en fait, j'ai un pointeur, oui, qui soient des joueurs de hockey, tout ce monde-là travaille debout. Okay? Et ce n'est pas juste une chose debout. Et là, si on regarde, on peut poser des questions. Quel type de travail debout est associé aux problèmes au dos, aux jambes et au système cardiovasculaire? Et nous, parce qu'on avait observé le travail et on avait entendu des gens, on s'est dit, mais c'est vraiment le travail où tu es contraint dans un endroit précis, tu ne peux pas bouger à volonté, donc c'est la posture debout immobile qui est un problème. Et là, on voulait introduire une question dans l'enquête Santé Québec de 1998, ça fait un bout, et personne voyait l'importance de ça. Okay? Personne. Donc, on a fait intervenir une sous-ministre, que je nommerai pas parce que probablement elle n'était pas supposée de s'en mêler, et elle a fait introduire une question sur la mobilité de la posture dans l'enquête. Et là, ce qu'on a vu, c'est différentes choses. Donc, la première question était, je travaille surtout debout ou assis. Et là, on avait des associations avec le mal de pied, le mal de jambe, éventuellement le mal de dos. Et on voit très clairement que si on est surtout debout, on a plus mal aux pieds, plus mal aux jambes,
qu'on soit un homme ou une femme. Donc, c'est assez clair. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il y a une différence homme-femme. Et là, on est tenté de dire « Ah, mais c'est femme. » On sait bien qu'elle se plaigne tout le temps, dans les mêmes conditions qu'un gars. Une femme va se plaindre 2 fois plus. Et ce n'est pas tout à fait 2 fois plus, mais c'est significativement plus. Okay? On est-tu non faible? On est-tu non plaignant? Donc, on a fait un autre petit tableau, aussi très significatif, vous allez voir, entre la mobilité posturale et le genre. Et là, on voit que plus c'est fixe, plus il y a des femmes, et les gens qui se déplacent plus quand ils sont debout, c'est des hommes. Et là, on se pose la question, mais dans ces études des effets de la posture debout, est-ce qu'on demande debout mobile ou immobile? La plupart du temps, presque tout le temps, c'est non. Si ce n'est pas des ergonomes, ils ne distinguent pas. Et des fois, juste pour mélanger, ils appellent ça sédentaire quand c'est debout immobile et sédentaire quand tu t'assois, mais la plupart du temps, ils mettent assis d'un côté, puis toutes les postures debout de l'autre côté. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ajustent les analyses pour le sexe. Mais quand tu ajustes les analyses pour le sexe, tu ajustes les analyses pour la mobilité. Okay? Et donc, on se demande, mais les hommes et les femmes qui sont debout immobile ou debout mobile, est-ce qu'il y a une différence si on tient compte de la mobilité? Et là, on voit que ce soit une femme ou un homme, s'ils sont debout en posture fixe, ils ont 1,7 fois plus de probabilité d'avoir un TMS au membre inférieur comparativement à debout avec la liberté de s'asseoir à volonté. Okay? Et si c'est assis avec la liberté d'être debout à volonté, la différence est encore plus grande. Donc, c'est beaucoup plus pénible. L'ordre, c'est debout, c'est assis avec la liberté de contrôler sa posture, debout avec la liberté de contrôler sa posture, ou debout contraint. Et les hommes et les femmes, c'est pareil. Et là, on regarde juste pour les données plus récentes d'éco-tests, et on voit encore là que les TMS à au moins un site, c'est associé significativement à la possibilité de s'asseoir à volonté et le contrôle donc sur la posture. Donc il y a 2 facteurs et ils sont un peu mêlés et c'est parce que les questions aussi de questionnaire étaient un peu mêlées. On n'a pas bien séparé la mobilité et le contrôle sur la posture, mais il semble que c'est les 2 facteurs qui sont importants, qui sont des déterminants des troubles musculo-squelettiques. Alors, on parle de ça avec des spécialistes, et qu'est-ce qu'on entend? Et là, j'ai 3 anecdotes. Qu'est-ce qu'on est rendu où? Oui, on a le temps pour 3 anecdotes rapides. Mais la première, c'était quand j'étais en Californie, puis je donnais un keynote dans un congrès international sur la santé des femmes. Et dans l'auditoire, c'était surtout des chercheuses. Et je racontais comment la veille, j'étais allée dans un magasin à rayon parce que j'avais oublié d'apporter des bas de nylon. Puis là, je voulais avoir l'air d'une dame, donc j'avais besoin de bas de nylon, donc je suis allée dans le magasin et j'ai acheté un paire de bas et je voyais la caissière qui avait l'air misérable. Puis j'ai dit, vous avez l'air fatigué, votre journée a été longue. Puis elle a dit, oui, ça fait des heures.
Puis j'ai été méchante, j'ai dit, vous ne pourriez pas installer un petit tabouret? Puis elle m'a dit, mais non, mon boss ne l'aimerait pas. Puis j'ai dit, mais je suis sûre que votre boss aimerait mieux ça, que vous ayez un gros sourire sur les lèvres. Elle a dit, je ne pense pas que mon boss, ça lui fasse quelque chose, que j'ai un sourire aux lèvres. Donc j'ai raconté ça. Et les gens dans l'auditoire ont fait plus de commentaires sur cette phrase que sur tout le reste de ce que j'avais à dire sur la santé des femmes au travail. Et les commentaires, on est aux États-Unis, les commentaires étaient, mais moi, je serais bien gênée si je me sentirais bien mal à l'aise d'être servie par quelqu'un assis. Tu sais, elle ne réagissait pas comme des profs, des chercheurs, elle réagissait comme des clientes de grands magasins et elle se sentirait mal à l'aise de prévenir des douleurs chez la population des caissières. Donc, c'est ça que je veux dire quand je parle de fossé empathique, c'est qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'elle ne pouvait pas s'identifier à la fille à la caisse. Ou j'entendais un jeune qui présentait un séminaire dans notre département. Puis quand mes étudiantes qui étaient, j'avais une étudiante graduée qui était serveuse et une autre qui était caissière, et quand elle parlait des douleurs associées à ça, le jeune a dit « Ah, mais c'est de la fatigue nerveuse, tu n'as pas de raison physiologique pour ça. Okay? » Et là, c'est l'histoire qui va embêter Marie-France parce que j'étais en Suède. Et j'étais à l'Institut de santé au travail de la Suède et j'avais comme tâche de préparer avec eux le programme dont tu as parlé, leur programme qui tienne compte du genre. Et c'est vrai qu'ils sont très forts là-dessus et je collaborais là-dessus. Ils faisaient un programme superbe sur la santé des femmes au travail. Et comme partie de ce programme-là, on a décidé d'étudier la posture debout parce qu'ils avaient en Suède les meilleurs ergonomes du monde à l'époque. Et là, je discutais avec le rédacteur en chef d'une grande revue en ergonomie et je lui ai dit que je voulais étudier la mobilité au travail et les douleurs des membres inférieurs. Et ça ne l'intéressait pas. Il trouvait que ce n'était pas un sujet intéressant du tout. Et là, je lui ai montré Mustapha qui était derrière le comptoir et qui était debout pendant qu'on parlait à la cafétéria. Puis j'ai dit, lui, je le sais, je l'ai étudié, il a mal aux pieds. Puis le chercheur a dit, mais il devrait s'acheter de bons souliers. Je ne sais pas comment il pensait que Mustapha, avec le salaire qu'il gagnait, pouvait se payer à tous les quelques mois parce qu'il fallait qu'il change ses souliers à tous les quelques mois parce qu'il marchait beaucoup, il était tout le temps debout. Comment il pouvait se payer ça? Mais en tout cas, il a dit ça. Puis là, j'ai dit, finalement, comment je peux rejoindre ce monsieur? J'ai dit, mais tu sais, quand tu es dans un musée, tu es fatigué aux pieds, hein? Ah, il dit museum walking. La fatigue muséale. Oui, j'ai un collègue, il va étudier ça justement avec un chien. Tu sais, on attache des électrodes au dos du chien, là, puis on va pouvoir mesurer la fatigue. Okay. Donc, c'est ça le fossé empathique. C'est que tu es dans une classe où tu connais très bien la fatigue muséale et ça t'intéresse, mais la fatigue de Mustapha, non. Non. M'excuse, Marie-France. Donc, c'est ça que j'appelle le fossé. Ouais. Ouais. Donc, je ne suis pas épidémiologiste, je ne connais pas bien les procédés en épidémiologie, mais je me permets des fois de poser des questions. Et là, je trouve que quand je les lis, les études qui ont fait tant de tabac sur la mortalité
et la posture debout. Et je trouve qu'il n'y a pas de distinction entre la posture mobile et immobile. Il n'y a pas de distinction non plus entre se déplacer activement et déambuler parce que la fatigue muséale, on marche quand même. Mais on ne marche pas assez pour que ce soit l'activité physique, pour que ça stimule le système cardiovasculaire. Et moi, personnellement, je ne sais pas exactement combien de marches ça prend. Et l'autre point qui serait très difficile de rentrer dans une étude épidémiologique, j'en conviens, mais c'est bien important, c'est que quand on a un certain prestige au travail, un certain contrôle sur le travail, on peut, par exemple, moi, OK, là, ça fait longtemps que je suis debout devant vous, je bouge un peu quand je veux. Et si jamais je voulais m'asseoir, je pourrais le faire. Il n'y a personne, il n'y a pas un boss qui va me critiquer. Il y a peut-être des gens qui vont trouver que j'ai des grosses fesses ou que je ne change pas tu. Mais, tu sais, j'ai le contrôle absolu sur ma posture. Et donc, si je suis dans un état où je peux écouter mon corps et m'ajuster en conséquence, ça a un énorme effet sur mon bien-être physiologique. Donc, c'est cette liberté de suivre ses sensations physiques pour réguler sa posture de travail. Et donc, il y a une négligence ou une absence d'information. Je ne devrais pas dire négligence parce que dans une étude populationnelle, on a des limites à ce qu'on peut avoir comme information, mais c'est des facteurs dont on ne tient pas compte et dont on n'estime pas, on n'évalue pas l'importance. Et ce qui se passe, c'est qu'on ajuste l'analyse de la relation entre l'exposition et les effets. On l'ajuste pour le sexe, on ajuste des fois pour le niveau d'éducation qui est bien corrélé à la posture debout. C'est François ici présente qui l'a démontré, que plus on est payé, moins on est debout, et l'éducation ou le revenu. Donc, si on ajuste pour ces facteurs-là et qu'on n'a pas d'informations sur le contrôle de la posture, sur le type de posture debout, ça se peut qu'on sous-estime les effets de la posture debout immobile sur la santé cardiovasculaire. Et on voit les conséquences. Là, j'ai pris ça dans des documents du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. C'est une annonce qui est parue, ça, dans le dernier numéro des informations de l'IRSST, l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail du Québec. Et ce qu'ils disent, c'est sur la posture assise, ce qu'ils disent la première ligne, les blessures découlant d'un travail en position assise durant de longues périodes constitue un grave problème de santé et sécurité du travail. Okay? Première ligne. Je suis allée voir s'il disait quelque chose sur la posture debout. La première ligne, c'est « La posture debout est naturelle chez l'être humain et en soi ne pose aucun problème de santé particulier. » Les deux phrases sont vraies. Okay? Mais je pense que le message n'est pas exact en ce qui concerne la santé publique et surtout les inégalités sociales. Et le problème de tout ça, c'est qu'on finit avec cette annonce qui est parue, et je suis très gênée, dans la revue officielle de l'Association canadienne d'ergonomie l'année passée, et qui s'appelle « Des solutions flexibles pour un poste de travail ergonomique ». Okay. Donc, qu'est-ce qui est... D'abord, j'attire votre attention, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais les talons sont ça de haut. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Ça veut dire qu'on a des pieds qui sont vraiment, vraiment pas capables de bouger énormément. Et avec ça, on a une jupe où j'aurais bien de la misère, en tout cas, à me promener avec ça.
Et c'est ça qu'on prescrit parce qu'on n'a pas écouté les gens par rapport à la mobilité. On n'a pas fait les distinctions élémentaires qu'on aurait faites si on avait passé 5 minutes à parler avec une caissière de banque ou une caissière de supermarché. Okay? Et c'est la science, c'est la revue de mon association scientifique. Donc, voilà. Bon, ça, c'est pour la posture debout. Là, on va parler des horaires de travail et on va parler de 2 aspects des horaires de travail. Donc ça, c'est un vrai questionnaire qui a été rempli par quelqu'un qui travaille dans un grand magasin et qui devait nous donner son horaire pour la semaine qui a précédé l'administration du questionnaire. Et la petite histoire de ce questionnaire, c'est qu'au début, on leur demandait l'horaire de travail, non pas de la semaine actuelle, mais de la semaine précédente. Les gens n'étaient pas capables de leur remplir les fiches parce qu'ils ne savaient pas, ils ne se rappelaient pas, ça variait tellement leur horaire de travail qu'ils n'étaient pas capables de se rappeler de ce qu'avait été le travail de la semaine précédente. C'est un peu comme les gens des agences. Mais ce n'étaient pas des gens des agences, c'était des employés sur la liste d'emploi d'un grand magasin. Et l'autre chose, c'est qu'elle avait demandé de jamais avoir de vendredi, puis là, on lui a donné un vendredi, ça arrive très, très souvent, que dans ce genre d'horaire de travail, on a des horaires qui vont nous causer énormément d'ennuis. Donc, et c'est un problème qui est assez général, c'est que maintenant, il y a toute une industrie de logiciels de gestion d'horaire. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, dans le cas de supermarché, par exemple, ils vont prendre les données de caisse. Ils ont l'heure de travail, puis les dollars de vente. Et donc, ils vont rentrer ça dans l'ordinateur. Ils vont rentrer dans l'ordinateur les prévisions météo. Quand il y a un programme, une émission importante à la télé, si c'est la fête des mères, ils vont tout mettre ça dans l'ordi et l'ordi crache des horaires. Et à l'autre bout, la personne qui reçoit son horaire, elle subit tout ça et ça peut avoir des effets sur sa vie et aussi sur la vie de son équipe de travail parce que la machine qui crache ça n'a aucune idée c'est qui les petits chiffres à l'autre bout. Donc, moi, j'ai connu ça dans une étude que j'ai faite la première fois, quand j'ai étudié les caissières de banque. Et j'entre dans la banque et le jeudi, c'est une grosse journée parce qu'ils reçoivent l'horaire pour la semaine prochaine. Et comme ça varie énormément, c'est une grosse surprise, puis il faut qu'ils sachent qu'est-ce que je fais avec ça. Et là, j'entends de la personne dont j'observais le travail, j'ai entendu « Je vais être tout seul lundi ». Et je ne comprenais pas. Il me semble qu'il y a 5 autres noms sur la fiche. Et là, elle m'explique que c'est elle qui connaît, mettons, les hypothèques. Et ce qui se passe, c'est que les caissières à l'époque, maintenant c'est sur ordinateur, mais à l'époque c'était à chaque semaine, elles recevaient un gros cahier avec tous les changements dans tout le fonctionnement des dossiers de la banque pendant la semaine, puis il fallait que tout le monde apprenne ça par cœur. Mais c'était gros, parce que les procédures changeaient tout le temps. Et c'est toujours vrai, c'est juste que maintenant c'est sur l'ordinateur. Et donc, les filles avaient informellement divisé le travail entre elles et elles ont décidé que toi, tu fais les hypothèques, puis toi, tu fais l'échange avec les États-Unis, puis toi, tu fais les cartes de crédit. Et chacune apprenait son affaire. Mais comme les horaires de travail étaient faits par des gens qui ne connaissaient pas ça, le travail d'équipe, ça ne tenait pas compte de ces divisions. Et donc,
quand c'était un caissière senior qui avait tendance à connaître un petit peu de chaque chose, elle était tout le temps assaillie par des questions. Puis je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, ça m'arrive régulièrement, je vais à la banque avec une question qui est un peu hors norme, puis il y a comme une S5 de caissière qui forme, puis tout le monde discute, puis là, au bout de 10 minutes, ils vont trouver la bonne procédure. Et c'est ça qui fait, et ça interrompait constamment le travail de la personne la plus senior. Donc, c'est là qu'on a compris que les horaires de travail faits par ordinateur ne tiennent pas compte du travail réel d'équipes qui est effectué par les équipes, dans ce cas-ci, c'est les banques, mais on a aussi, Anna-Maria Seifer a fait une étude semblable chez les préposés aux bénéficiaires, où c'était les assistantes infirmières-chefs, et qui a vu que quand la chance qu'un patient avait de voir la même infirmière lundi et mardi était 1 sur 10. Et la chance qu'une infirmière qui travaillait avec une assistante, avec soit une préposée ou soit une infirmière auxiliaire, qui travaillait en équipe avec le même département, ça n'arrivait pas. Si c'était 2 fois par mois, c'était beaucoup. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de respect dans les horaires pour le travail d'équipe était très important. Donc ça, c'était la première chose. Mais il y a aussi le vécu de ces horaires de travail. Ça, c'est des horaires, c'est une étude qu'on a fait avec des téléphonistes d'un centre d'appel. Et c'est la variation du début du quart de travail pendant une semaine. Donc, ce qu'on a, en fait, c'est 2 semaines. Donc, elle a commencé à 9 h le lundi, à 9h15 le mardi, le jeudi 9h15, le vendredi 16 h. Là, elle ne travaille pas le samedi. Et le dimanche, elle travaille à midi. Le lundi, là, elle a ses 2 journées off de la semaine suivante qui sont très près des 2 journées off qu'elle avait auparavant. Là, elle a 3 jours où elle commence à 17 h, 10 h, 11h30. Donc, c'est énormément de variations. C'est pas prévisible parce que tu reçois tes heures le jeudi pour les 2 semaines qui commencent le dimanche. Et qu'est-ce qui se passe si tu as des enfants en bas âge? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux gens d'avoir un journal de bord, puis de consigner et les horaires de travail et les démarches d'arrangement de garde qu'ils faisaient. Mais avant ça, je suis allée observer au moment qu'elles recevaient leur horaire, et ce que j'ai vu, c'est que les téléphonistes qui avaient des enfants jeunes étaient forcés de faire des choses comme ça. Et là, c'est vraiment des citations. J'ai juste changé les noms. Je suis devant l'horaire et il y a une téléphoniste à côté de moi, puis elle dit, « Tu vois, là, je ne peux pas faire ces heures-là. J'aimerais ça avoir les heures de Marie. Mais Marie n'aime pas ces heures-là. Elle aimerait les heures de Jacqueline, mais Jacqueline n'aime pas les miennes non plus. Mais Annie, elle pourrait aimer mes heures, donc je peux échanger avec Annie pour avoir les heures que je peux offrir à Jacqueline, pour avoir les heures de Marie. Et elle faisait ça, j'étais bouche bée parce qu'elle faisait ça, elle regarde, puis elle me tourne, puis elle dit ça. C'était comme une capacité, une compétence que les téléphonistes avaient développée avec les années. Mais les échanges ne marchent pas toujours. On avait des chiffres. Chez les 30 téléphonistes avec des enfants en bas de 12 ans, dans une période de 2 semaines, elle faisait 156 tentatives d'échange ou de changement d'horaire et avec un moyen au BAT
un succès sur 5,3 tentatives. Donc, ce n'était pas très payant et c'est beaucoup de travail. Mais c'est beaucoup plus facile de changer l'horaire de garde de la gardienne et elles ont fait donc 212 tentatives de changer l'horaire de garde. Ce qui veut dire que cette instabilité d'horaire, c'est aussi la belle-mère qui l'a. C'est aussi la grand-mère. C'est aussi la gardienne. C'est aussi la voisine. C'est aussi la cousine qui vit dans l'autre rue. Parce qu'il y avait jusqu'à 8 ressources de garde différentes pendant la période de 2 semaines. Et si vous pensez aux enfants une minute et aux devoirs des enfants, c'est quelque chose, 8 personnes différentes qui s'occupent de toi, aussi dans une période de 2 semaines. Donc, et tout ça, quand on en parlait avec les gestionnaires de ce centre Asperger-là, ils disaient, oui, il y en a qui sont irresponsables, tu sais, il y en a qui, vraiment, ne sont pas organisés du tout. Mais ils voyaient ça comme un défaut parce que ça fait partie de la job. Tu es supposé te présenter frais et dispo au travail à l'heure, puis eux, ils n'avaient pas, après 3 minutes de retard, elles avaient une mention au dossier, puis après 3 avertissements comme ça, elles étaient congédiées. Puis c'était quand même un emploi syndiqué. Donc, elles voulaient le garder. Mais tout cet effort-là était parfaitement invisible pour les gestionnaires. Les gestionnaires n'en tenaient pas compte du tout. Et c'était non seulement invisible, mais illégitime, parce que ça ne fait pas partie du travail, sauf que c'est occasionné par l'irrégularité de l'horaire qui fait partie du travail. Donc, en fait, cette activité, c'est une activité de travail. Donc, notre découverte scientifique, c'est que les horaires irréguliers et imprévisibles exigent une activité de conciliation constante mais invisible qui fait partie intégrante de l'activité de travail, même si une partie s'effectue à l'extérieur du travail, on s'est fait une réputation avec ça, mais les mamans ne sont pas moins misérables. Maintenant, on est aujourd'hui, parce que là, c'était dans le passé, mais là, je vais vous montrer cette semaine, c'est qu'est-ce qui se passe. Et c'est une autre étude qu'on fait dans un milieu de travail où, et vous ne pouvez pas vraiment le voir, mais ça, c'est l'horaire, il y a comme 10 pages comme ça qui sont affichées à tous les 6 mois dans l'unité. Donc, bonne nouvelle, c'est un horaire aux 6 mois. Mais c'est des horaires où les journées off varient. Ça, c'est, tu as 4 jours travaillés pour 2 journées off. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les semaines, tes jours de congé sont différents. Et il y a des variations des heures à l'intérieur de ça. Et toi, tu reçois ces propositions d'horaire et tu as accès par ancienneté parce que c'est quand même syndiqué. Et donc, il faut que tu choisisses ton horaire en fonction de tes contraintes. Et tu as 10 pages de ça et tu le choisis selon ton ancienneté. Donc, pour le comprendre, je peux vous dire que moi, j'ai un doctorat, j'ai eu bien de la misère. Bien de la misère, l'étudiante qui fait son doc là-dessus, elle le comprend. Elle est capable de regarder ça puis de dire si la personne va être libre le jour de Noël ou pas. Mais moi, je ne suis pas capable. Ça me prendrait un autre docteur. Et là, il faut que eux, ils reçoivent ça et ils vont le voir. Et la place où c'est affiché, ils l'appellent le mur de lamentation. Qu'est-ce qu'elles font? Tout le monde cherche de l'information les uns auprès des autres, cherche des conseils des personnes seniors, mais il y a un autre facteur qui est que si tu as des enfants ou tu as une contrainte familiale quelconque, ton chum a un cancer, ta belle-mère vient de ménager chez vous et est malade, si tu as une contrainte comme ça, il faut qu'il y ait une certaine compréhension dans ton équipe. Donc, il faut que tu aies une équipe avec laquelle tu es compatible. Et donc, jongler tout ça, c'est vraiment, vraiment exigeant. Et
Donc, il y a des petits arrangements qui sont devenus possibles. Quelqu'un a compris que si moi, je travaille de 9 heures, mettons de 9 heures à 5 heures, il n'y a pas mais soyons réalistes, de 6 heures à 2 heures, et quelqu'un d'autre travaille de 2 heures à 10 heures, et ils travaillent les mêmes jours, ça veut dire que moi, je peux une journée travailler de 6 heures le matin à 10 heures le soir. Si toi, demain, tu peux travailler, tu peux prendre mes heures, puis tu travailles de 6 heures le matin à 10 heures le soir. Sauf que c'est un job physique qu'ils font du nettoyage, et c'est bien difficile de faire 16 heures d'affilée. Mais ils le font parce que des fois, l'enfant a un rendez-vous chez le médecin, des fois, ils ont juste besoin de se reposer un peu, des fois, ils ont besoin de faire un voyage pour visiter quelqu'un qui est malade. Donc, ils font ce type d'arrangement, puis il faut qu'ils fassent le choix d'horaire en fonction du choix d'horaire des personnes avec qui ils peuvent échanger. Donc, ça devient encore plus complexe. Et l'employeur a entendu parler de ça, et là, ils ont changé les horaires. Puis, ils ont fait en sorte que les horaires se chevauchent. Donc, que tu commences à 6 heures, à 5h30, et tu finis à 1h30, et que l'autre commence à 1h, puis finit à 9h, juste pour pas que les gens puissent le faire. Donc, c'est ça aussi le fossé empathique. Donc, quelle était la solution choisie par les gens avec vraiment des problèmes de conciliation? Ça, c'est une mère monoparentale avec un enfant autiste. Et elle a trouvé la solution, elle et ses copines, parce que ses copines aussi avaient des enfants en bas âge, de choisir le quart de nuit. J'aurais pas pensé. Mais en fait, le quart de nuit, c'est la solution parfaite parce que, de un, il n'y a personne d'autre qui le veut, donc tu as toujours accès. Et deux, c'est régulier. C'est à tous les nuits. Et il n'y a pas de circulation. Donc, dans cette place-là, arriver en auto, avoir une place dans le stationnement, c'est toujours un problème. Et ça peut être, il peut y avoir bien de la circulation. Donc là, ils pouvaient avoir une place dans le stationnement et une garantie d'une certaine tranquillité aussi, parce que la nuit, il y a moins de bisbis. Donc là, elle choisit le quart de nuit. On l'a interviewée, Mélanie François, la doctorante, l'a interviewée. Elle dit, il n'y avait aucun autre quart que je pouvais faire. Comme je restais chez ma sœur, elle était là la nuit, mon gars, il faisait ses nuits, donc elle pouvait le faire. Donc, elle travaillait de nuit, elle arrivait chez elle à 6 heures le matin. Là, elle pouvait déjeuner avec son fils, elle pouvait l'amener à son école. Là, elle rentrait après à 8h30, 9h. Là, elle pouvait faire des petits travaux dans la maison, puis là, elle pouvait dormir pendant un couple d'heures. Et là, elle allait chercher son fils à 3 heures, puis elle l'amenait chez eux, puis là, elle faisait le souper et elle couchait l'enfant avant d'aller travailler. Okay? Mais ce n'est pas le genre d'enfant à qui tu dis « Maman est fatiguée, je peux-tu prendre une petite pause, une somme? » Parce que c'est un enfant autiste. Et donc, elle dit « L'année passée, je pensais que j'allais pogner le cancer, j'allais mourir, j'étais au bout. Éventuellement, ton corps, il arrête. » Et elle n'a pas tort, parce que le quart de nuit est associé effectivement à certains cancers. Mais aussi, elle était complètement épuisée. Voyant ça, son équipe s'est organisée, puis ils ont dit à la personne qui avait le plus d'ancienneté et à toutes les personnes en haut de la liste, cette période de 6 mois, cette fille-là qui s'appelle, mettons, Jenny, elle va avoir le chiffre de jour. Et pendant 6 mois, elle a eu le chiffre de jour. Mais les autres personnes avaient leurs contraintes aussi, ils ne pouvaient pas faire ça infiniment. Et il n'y avait rien qui pouvait, de façon permanente, résoudre le problème de Jenny. Et elle est donc encore aujourd'hui sur le quart de nuit.
Donc, qu'est-ce que je dis là-dessus? C'est que les démarches de conciliation travail-famille, c'est des démarches qui sont rendues nécessaires par la nature du travail, mais ils ne sont pas supposés d'embêter ni les collègues ni les gérants. Et l'activité de conciliation et la souffrance sont souvent invisibles non seulement pour les travailleurs, les gestionnaires, mais aussi pour les scientifiques, parce qu'ils sont de l'autre côté du fossé empathique. Et en fait, quand on lit la littérature sur la conciliation travail-famille, ce qu'on voit, c'est que ça concerne surtout des gens de la classe moyenne. Donc, le fossé entre les classes sociales engendre et soutient la souffrance invisible. Puis je pense que nous, comme scientifiques, il faut qu'on apprenne à voir et à écouter et se donner des cadres où on peut voir et écouter pour prévenir. Et on apprend des choses qui sont utiles aussi sur le plan scientifique. Merci.